T'as déjà vu le dessin d'un gamin changer la vie de quelqu'un? Cette histoire commence avec un père célibataire qui galère, une petite fille qui peint ses rêves et une femme mystérieuse qui achète un tableau au bord de la route et revient avec un secret, un passé et une question qui va changer la vie de tout le monde. Il ne s'agit pas seulement d'art, il s'agit de mémoire, de guérison et de trouver l'amour lorsqu'on s'y attend le moins, dans un endroit qu'on croyait avoir laissé derrière soi. Et croyez-moi, vous ne verrez pas venir la fin, mais votre cœur vous remerciera d'être resté. Avant de commencer, si les histoires de gentillesse, de seconde chance et d'amour inattendu vous touchent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a plein d'autres histoires réconfortantes comme celle-ci qui t'attendent. Maintenant, c'est parti. Le soleil matinal était bas au-dessus de la ville endormie de bois d'érable, projetant de longs rayons dorés à travers les pins qui bordaient la route départementale 14. L'air était encore frais et une légère brise agitait les fleurs sauvages qui poussaient le long du fossé. Dans un virage de la route, juste à l'extérieur d'un modeste garage, avec une enseigne rouillée indiquant « Garage Jacques », une petite fille installait un étal de fortune. Elle s'appelait Ava Moreau, elle avait 8 ans, des cheveux blonds miel attachés en 2 tresses lâches et une détermination tranquille dans les yeux. Elle ne vendait pas de limonade ou de biscuits comme la plupart des enfants en étaient. Non, Ava vendait quelque chose de bien plus inhabituel, ses peintures. Elles étaient petites, certaines pas plus grandes qu'une feuille de papier, mais pleines de couleurs et de vie. Des collines ondulantes, des granges endormies, des porches ensoleillés et plus récemment, une vieille maison délabrée avec du lierre grimpant sur les murs et un fauteuil à bascule rouge sur le porche. C'était un endroit qu'elle disait avoir vu dans un rêve. À l'intérieur du garage, Jacques s'essuyait les mains sur un chiffon, regardant à travers la fenêtre poussiéreuse sa fille. C'était un homme peu loquace et peu habitué au luxe, la quarantaine, avec des yeux gentils et fatigués, et les mains calleuses de quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie à réparer les problèmes des autres sous le capot de leur voiture. Les manches de sa chemise en flanelle délavée étaient retroussées jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras musclés et tachés de graisse. Il l'admirait, pas juste parce qu'elle était sa fille, mais parce que même après tout ce qu'ils avaient perdu, elle avait toujours cette lumière en elle. Ava accrocha avec soin sa dernière peinture sur le chevalet en bois qu'ils avaient construit ensemble à partir de vieux morceaux de bois. « Qu'est-ce que t'en penses, papa ?» demanda-t-elle alors que Jacques sortait, se protégeant les yeux du soleil. Jacques baissa les yeux vers le dessin. « C'est nouveau, » dit-il doucement. « Où as-tu trouvé l'idée » Ava pencha la tête, pensive. « Je l'ai rêvé. Ça semblait paisible, comme un endroit où le vent chante et où personne ne crie. » Le cœur de Jacques se serra. Des rêves comme celui-là ne venaient pas de nulle part. Ils venaient de souvenirs ou du désir douloureux de quelque chose de plus. Il écarta une mèche de cheveux de sa joue et hocha la tête. « C'est magnifique, ma petite. Quelqu'un va le voir et ressentir la même chose. » Ava sourit fièrement, puis se retourna pour ranger ses billets tachés de peinture dans une vieille boîte en fer blanc. Il faisait ça tous les week-ends, depuis quelques mois. Depuis que Jacques avait pris un deuxième boulot le soir et qu'il ne pouvait plus payer la garderie pendant la journée, il s'inquiétait parfois de la laisser assise ici, au bord de la route. Mais les habitants de la ville étaient gentils, et Ava insistait toujours pour dire qu'elle allait bien. « C'est une petite artiste », avait dit un jour la vieille Madame Whitler de la boulangerie, comme si elle peignait à partir d'un endroit plus profond que l'enfance. Jacques ne savait pas trop ce que cela signifiait, mais il savait que l'art d'Ava avait le don d'arrêter les gens, et parfois, s'il regardait assez longtemps, de les faire sourire. Plus tard dans la matinée, une élégante Bentley noire glissa sur la route, le genre de voiture qui n'avait pas sa place à bois d'érable. La conductrice, une femme sérieuse portant des lunettes de soleil, regardait droit devant elle. Mais sur le siège passager, Savane Monette jeta un coup d'œil par la fenêtre et fronça les sourcils. « C'était quoi ça » demanda-t-elle, déjà en train de se retourner sur son siège. Ralentit. La voiture s'arrêta juste après le virage. Savane sortit, ses talons crissant sur le gravier de l'accotement. La brise matinale soufflait doucement sur son foulard en soie tandis qu'elle se dirigeait vers le petit stand. Ava la regarda s'approcher, les yeux écarquillés mais polis. « C'est toi qui as peint tout ça » demanda Savane, d'une voix cultivée mais pas méchante. Ava acquiesça. « Oui, madame. » Le regard de Savane balaya l'étalage. La plupart des peintures étaient douces. Des champs à la campagne, des animaux, un lever de soleil sur une colline, mais l'une d'entre elles, en particulier, lui serra la poitrine. Elle la prit lentement. Une maison bleu pâle avec des volets blancs écaillés, du lierre poussant à l'état sauvage, un fauteuil à bascule rouge penché sur un porche. Les détails étaient trop précis pour être génériques. Ce n'était pas juste une maison, c'était la maison de sa grand-mère, un endroit qu'elle n'avait pas vu depuis près de 20 ans. « Celle-ci » demanda Savane en la regardant attentivement. « Où l'as-tu vue » Ava leva les yeux en clignant des paupières. « Je ne l'ai pas vue, je l'ai rêvée. »
Je me suis réveillée et je l'ai peinte pour ne pas l'oublier. » Savane sentit un frisson malgré le soleil. « Tu sais où c'est » Ava secoua la tête. « Non, mais je pense que c'est réel. » Savane regarda par-dessus son épaule vers le garage où Jacques se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Il avait l'air prudent, mais pas hostile. « Je le prends » dit Savane en fouillant dans son sac à main. « Combien » Ava jeta un coup d'œil à Jacques. Il acquiesça d'un signe de tête. « 10 $, dit Ava fièrement. Savane lui tendit un billet de 20. « Garde la monnaie. » En retournant vers la Bentley, Savane serra le tableau contre sa poitrine, l'esprit en ébullition. Cette maison avait disparu de sa vie depuis si longtemps, ensevelie sous l'amertume, les batailles pour l'héritage et les années passées à courir après le succès. Elle n'était même plus sûre de la vouloir. Mais comment un enfant qu'elle n'avait jamais rencontré avait-il pu peindre un endroit si précis, si étrangement familier? Le chauffeur demanda « Tout va bien, mademoiselle Monette ?»« Non » murmura Savane en se glissant dans le siège. « Mais je pense que ça va aller. » Elle ne se retourna pas lorsque la voiture s'éloigna, mais Jacques le fit. Il regarda la voiture élégante disparaître au bout de la rue, puis se tourna vers sa fille. « Que vient-il de se passer ?» Ava haussa les épaules. Elle avait l'air triste quand elle a vu la maison. Jacques acquiesça lentement. « Ouais, c'est souvent le cas quand les gens reconnaissent quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. » Il ébouriffa ses cheveux et retourna au garage. Mais une partie de lui savait que cette femme n'était pas une simple cliente et que ce tableau n'était pas qu'un rêve. Quelque chose avait changé. Il ne savait juste pas encore quoi. Savane Monette avait toujours cru en la logique, en la structure, en tout ce qui avait un sens. Cette conviction l'avait aidé à réussir ses études dans une grande école de commerce, à passer des nuits tardives au siège social de son entreprise, à mener des négociations dans les salles de réunion et à passer d'innombrables entretiens où elle souriait à toutes les questions et donnait les bonnes réponses. C'est aussi cette conviction qui avait permis à Monette & Wild, sa marque de mode de luxe adorée des stylistes et détestée des tabloïds, de voir le jour. Tout dans sa vie était soigneusement organisé, contrôlé et, comme elle se le disait souvent, sous son emprise. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que tout dans sa vie était soigneusement organisé, contrôlé et, comme elle se le répétait souvent, sous son contrôle. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'un enfant au bord de la route lui remette une peinture représentant une maison que personne ne pouvait connaître. Savane regardait par la fenêtre de la Bentley qui filait à toute allure sur l'autoroute. Le dessin était posé sur ses genoux, enveloppé dans du papier brun, mais il palpitait comme un cœur. Son assistante, Magali, lui jeta un coup d'œil depuis le siège avant, les sourcils froncés. « Savane, ça va ?»« Je vais bien », répondit-elle automatiquement, même si sa voix manquait de conviction. Son regard était fixé sur le dessin. « J'ai juste besoin de réfléchir, Letterie. » Magali échangea un regard avec le chauffeur, mais ne dit rien de plus. De retour au lodge qu'elle avait réservé, un discret complexe en bois caché dans les bois à la lisière de la ville, Savane excusa son assistante et se dirigea directement vers sa chambre. Elle verrouilla la porte derrière elle, retira le papier et leva le tableau à la lumière. Les couleurs étaient enfantines, certes, inégales par endroits, les bords légèrement baveux, mais la structure, la composition, l'âme de l'œuvre étaient indéniables. Le porche avant était légèrement incliné vers la gauche, tout comme après la forte chute de neige de 96. Le fauteuil à bascule rouge, avec l'accoudoir droit ébréché, et même le lierre sauvage qui grimpait le long des colonnes, était là. Elle se souvenait en avoir arraché à mains nues un été, en colère contre le monde, en colère contre ses parents qui l'avaient déposé là comme un bagage. La maison de sa grand-mère, son refuge, son fantôme, Savane s'enfonça au bord du lit, le souffle court. Cela faisait près de 20 ans qu'elle n'avait pas vu cet endroit. Après la mort de sa grand-mère, la maison était restée vide. Les litiges juridiques au sein de la famille avaient traîné pendant des années, et Savane, déjà bien installée à l'université, n'avait pas lutté pour la garder. Qu'était-ce qu'un souvenir de plus enfoui dans sa mémoire, mais le revoir maintenant, pas en personne, mais à travers les yeux d'un enfant, c'était comme si l'univers la secouait par les épaules. Elle essaya de réfléchir logiquement. Peut-être que la petite avait trouvé une vieille photo sur Internet. Peut-être qu'elle était du coin ou que quelqu'un lui avait décrit la maison. Peut-être, mais Savane savait qu'il n'y avait aucune photo sur Internet. Elle s'en était assurée lorsqu'elle avait vendu la propriété à une société holding silencieuse pour des raisons fiscales. Même si la maison était toujours debout, elle avait depuis longtemps disparu du monde numérique. Alors, comment ? Plus tard dans la soirée, Magali frappa à la porte et entra avec le dîner. Savane y toucha à peine. Au lieu de ça, elle demanda doucement « Tu te souviens de cet endroit dont je t'ai parlé ? La maison de ma grand-mère. » Magali acquiesça lentement. « Celle à la campagne où tu te cachais pendant l'année scolaire. » Savane tourna le tableau vers elle. « C'est celle-là. » Magali fit un pas en avant, puis s'arrêta. « Tu veux dire la vraie maison ?»« Oui. » Savane expira. «
tous les détails. Le porche, les fenêtres, le rocking chair, même les vignes. C'est cette fille qui l'a peint. Ses parents savent peut-être quelque chose. Savane secoua la tête. Son père était juste un mécanicien, honnête, calme, il ne semblait pas me reconnaître, et la fille a dit qu'elle l'avait rêvé. Magali s'assit lentement sur l'accoudoir d'une chaise à proximité. C'est bizarre. Savane baissa les yeux vers le tableau. Non, c'est autre chose. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait pas l'expliquer. Le lendemain matin, Savane se réveilla avant l'aube. Elle avait rêvé de sa grand-mère, pas comme on rêve des morts, mais clairement comme un souvenir figé dans le temps. Sa grand-mère était assise sous le porche, en train de se brosser les cheveux argentés et de fredonner un hymne. Savane était redevenue une enfant, observant la scène depuis les marches. À son réveil, des larmes coulaient sur ses cils. Elle s'habilla simplement, un jean, une chemise en flanelle, des bottes qui n'étaient pas faites pour les showrooms, sans maquillage, sans entourage. Elle dit à Magali de prendre sa journée. « Je vais juste faire un tour en voiture », dit-elle. La route menant au garage de Jacques semblait différente dans la lumière du matin, plus douce, plus accueillante. Le petit stand était de retour, tout comme Ava, assise en tailleur sur une couverture délavée, un pinceau à la main. Jacques se tenait près du capot ouvert d'une camionnette, une clé à molette posée sur son épaule. Savane arriva dans une voiture de location plus modeste cette fois-ci, une vieille qu'elle avait demandé au gîte de lui trouver. Elle sortit, ne sachant pas trop quoi dire. Ava leva les yeux et rayonna. « Tu es revenu. » Jacques leva aussi les yeux, clignant des yeux de surprise. « Mise Monette, » dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je ne m'attendais pas à vous revoir. Je n'avais pas l'intention de revenir, » admit Savane. « Mais cette peinture, elle a réveillé quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin d'affronter. » Jacques scruta son visage. Elle semblait différente aujourd'hui. Pas lisse, pas sur ses gardes, juste authentique. « Tu t'es souvenu de quelque chose ?» Elle acquiesça. « Tout. » Il y eut un long silence. Puis Jacques dit « Vous pouvez rester un moment, nous avons du café à l'intérieur. Rien d'extraordinaire, mais il est fort. » Savane sourit. « Avec plaisir. » Ava lui saisit la main. « Je peux te montrer mon nouveau tableau. C'est une balançoire sous un saule. » Savane eut la gorge serrée. Sa grand-mère avait justement un arbre comme celui-là dans son jardin. Elle s'agenouilla. « Tu as rêvé ça aussi ?» Ava secoua la tête. « Non, j'ai juste senti que ça voulait être peint. » Savane regarda Jacques, qui observait sa fille avec un mélange de fierté et de mystère, comme s'il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle était réelle. Et peut-être que Savane comprit que c'était ça, tout ça. D'une manière ou d'une autre, cette petite fille avait peint son chemin à travers le temps jusqu'au cœur bien gardé de Savane et avait trouvé quelque chose dont elle ne savait pas qu'il lui manquait. Pas seulement une maison, pas seulement un souvenir, mais une porte. Vers quoi? Savane n'en était pas sûre, mais elle allait le découvrir. Savane n'avait pas prévu de rester à Bois d'Érable plus de quelques heures. Mais elle apprenait vite que les plans n'avaient que peu d'importance lorsque quelque chose de plus profond commençait à bouger. Elle passa la nuit à nouveau dans le chalet, même si elle ne dormit presque pas. L'odeur des pins qui entraient par la fenêtre ouverte, le bourdonnement des cigales, même le craquement des planches sous ses pieds, tout cela l'attirait comme les fils d'une tapisserie oubliée. Et cette peinture, toujours posée sur la table de chevet à côté du lit, lui murmurait à l'oreille chaque fois qu'elle se retournait dans le sombre. Au matin, quelque chose en elle avait changé. Ses doigts ne la démangeaient pas pour vérifier ses emails ou passer des appels professionnels, mais pour quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un crayon, un carnet de croquis, voire un pinceau. Envie de créer à nouveau, de ressentir. Elle n'avait pas touché un pinceau depuis la semaine où sa grand-mère était décédée. Au petit déjeuner, elle sirota son café tiède et déplia une carte routière usée qu'elle avait trouvée dans la bibliothèque de l'auberge. Elle suivit du doigt les minces lignes grises des routes de campagne, essayant de trouver. La maison, le terrain, quelque chose qui relierait ses souvenirs à la réalité. Rien. Pas de nom de rue, pas d'adresse, juste un espace vide près du ruisseau, un virage dans la route où sa mémoire lui disait que la maison se trouvait autrefois. Elle se cala dans sa chaise. C'était bien là, elle en était sûre. La balançoire, la vieille girouette, les marches du porche qui grinçaient au milieu. Savane pouvait encore sentir la pierre fraîche du chemin sous ses pieds nus. Et Ava, cette petite fille avec de la peinture sur les doigts et le soleil dans le sourire, l'avait peinte jusque dans les moindres détails recouverts de vignes. Savane n'était pas du genre fantaisiste, mais cela défiait toute coïncidence. Cet après-midi-là, elle retourna au garage. Elle n'a pas appelé avant, elle a juste emprunté la route cahoteuse dans son camion emprunté et s'est garée près de la souche d'arbre familière près du portail. Un jail bleu volait d'une branche à l'autre au-dessus d'elle, comme s'il essayait de suivre ses pas. Jacques était sous le capot d'une Chevy quand elle est arrivée, la sueur noircissant le col de sa chemise,
de la graisse coulant le long de ses avant-bras. Il leva les yeux, surpris pendant un instant, avant d'acquiescer silencieusement. Savane s'approcha lentement. « Salut, je ne pensais pas te revoir », dit Jacques en se redressant et en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Surtout pas dans ce camion », sourit-elle, essayant de se fondre dans le décor. « Tu fais du bon boulot, même si tes bottes sont un peu trop propres. » Elle baissa les yeux et rit doucement. « Notez ». Il lui tendit une bouteille d'eau qui se trouvait dans la glacière à côté de l'atelier, et ils s'assirent sur 2 caisses à l'ombre. Ava était introuvable, probablement perdue dans son monde imaginaire, en train de peindre un souvenir qui n'était pas le sien et qui pourtant l'était. « J'essaie de retrouver la maison », dit Savane après un long silence. « Celle qu'elle a peinte. » Jacques acquiesça. Il y avait quelque chose qui ressemblait à ça sur Cedar Creek Road, bien après le pont, là où la route goudronnée laisse place à du gravier. Savane retint son souffle. « C'est ça. » Il scruta son visage. « Vos familles ?»« De ma grand-mère. » Elle baissa les yeux. « Je n'y suis pas allée depuis des décennies. Je pensais que la maison avait été vendue, peut-être démolie, mais cette peinture, c'était comme si quelqu'un avait plongé dans mon passé et me l'avait rendue. » Jacques ne répondit pas tout de suite. Il lui tendit une serviette propre et lui montra la bouteille d'eau qu'elle tenait dans sa main. Elle n'avait même pas remarqué qu'elle la serrait si fort. « Je ne sais pas quelle est votre histoire, mademoiselle Monette, dit-il doucement. Mais je sais que cette ville a une drôle de façon de se souvenir de ce que les gens essaient d'oublier. Chadikinum. » Elle le regarda, puis le regarda vraiment, et vit la fatigue dans ses yeux, la gentillesse prudente de quelqu'un qui avait porté plus que son lot de fardeau. « Appelez-moi Savane, » dit-elle doucement. Ce soir-là, elle suivit les indications de Jacques et quitta la ville. La route se rétrécit jusqu'à devenir à peine plus qu'un chemin de gravier, bordé de hautes herbes et de chardons sauvages. Chaque virage de la route semblait résonner de souvenirs. Le moment où elle s'était écorché le genou en escaladant la clôture, le bruit de la pluie sur le toit en tôle, sa grand-mère fredonnant des hymnes dans la cuisine pendant qu'elle cuisait du pain de maïs. Puis, à travers une trouée dans les arbres, elle l'aperçut. La maison était toujours là, penchée, usée par les intempéries et le temps, la peinture blanche s'écaillait des volets comme des pétales séchés. Mais sa forme était indéniable. Le porche s'affaissait. Le rocking chair rouge avait disparu. Des vignes avaient envahi les murs extérieurs, s'entremêlant à la treille et grimpant jusqu'aux avant-toits, mais c'était bien réel. Savane se gara et sortit de la voiture, le gravier crissant sous ses bottes. Le soleil était bas, baignant la maison d'une lumière ambrée. Elle semblait abandonnée. Oui, oubliée, mais pas délaissée. Elle s'avança sur le chemin d'accès, les mauvaises herbes effleurant son jean. Les marches en bois craignaient sous ses pieds, exactement comme dans ses souvenirs. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, des moutons de poussière flottaient comme des esprits. L'air était chargé de l'odeur du temps, du bois, de la moisissure et quelque chose de floral qui s'accrochait à la mémoire comme un parfum. Savane erra dans la cuisine, où le papier peint défraîchi se décollait par endroits. Elle passa ses doigts sur le cadre de la fenêtre, puis s'arrêta devant le mur de la salle à manger, où ses initiales étaient légèrement gravées dans la peinture. SM, une écriture enfantine, bancale et fière, elle déglutit difficilement. Comment Ava avait-elle vu ça? Comment cette petite fille avait-elle capturé l'âme de cet endroit? Un endroit que même Savane avait essayé de mettre sous clé. Puis, comme attirée par quelque chose de plus profond, elle se dirigea vers l'arrière-boutique. La lumière du soleil tombait exactement comme dans ses souvenirs, projetant des rayons dorés sur le sol. Là, glissée dans un tiroir de la vieille table d'appoint, se trouvait une petite enveloppe fragile. Elle la prit avec précaution. Son nom était écrit de la main de sa grand-mère. « Savane, si jamais tu rentres à la maison. » Ses mains tremblaient. Elle n'ouvrit pas la lettre avant d'être de retour au lodge, assise dans la lumière tamisée d'une seule lampe. Le papier craqua lorsqu'elle le déplia. « Ma chère fille, si tu lis ceci, c'est que tu es revenue. J'ai toujours cru que tu reviendrais. Je sais que le monde a essayé de te prendre une partie de toi-même. J'espère juste qu'il n'a pas pris ta gentillesse. Cette maison n'a jamais été destinée à être vendue. Elle est destinée à être un endroit où tu peux toujours revenir. Si ton cœur est fatigué, laisse ces murs te réconforter. Si tes rêves sont brisés, peins-les à nouveau. Je t'aime pour toujours, mamie Claire. » Savane pressa le papier contre sa poitrine et pleura. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin, mais de libération, comme si quelque chose qui sommeillait depuis longtemps avait été réveillé. Pas brisé, juste en attente. Le lendemain matin, Savane se tenait à nouveau au pied du vieux porche. Le ciel était couvert, d'un gris doux qui donnait à tout un aspect sourd, comme si le monde lui-même retenait son souffle. La maison n'avait pas changé pendant la nuit, mais Savane, oui. Quelque chose en elle s'était brisé. Quelque chose qu'elle avait gardé soigneusement enfermé pendant des années derrière des délais, des titres et une perfection soigneusement entretenue.
Maintenant, debout devant la maison de sa grand-mère, les bottes couvertes de boue et les cheveux au vent, elle ne se sentait plus comme Savane Monette, la marque. Elle se sentait comme Savane, la petite fille, la fille qui grimpait autrefois aux arbres pieds nus et s'endormait au son des grillons à travers la moustiquaire de la fenêtre. Elle s'attarda un instant, puis se retourna et reprit le chemin du camion. Il était temps de rentrer en ville. Au garage de Jacques, le rythme de la journée avait déjà commencé. Le clang des outils, le bourdonnement régulier d'un moteur au ralenti et les aboiements occasionnels du vieux chien de chasse du voisin constituaient la bande sonore familière. Jacques était penché sur le capot d'une Ford Bronco rouillée, profondément concentré, tandis qu'Ava était assise en tailleur sur le trottoir, en train de dessiner quelque chose avec application. Savane arriva et sortit de la voiture, portant une petite boîte enveloppée dans un tissu en toile. Elle portait à nouveau un jean, plus usé cette fois-ci, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval basse. L'air sentait l'huile de moteur et le chèvrefeuille. Ava leva les yeux la première et sourit. « Tu es revenu, dit Savane en souriant. Je t'avais dit que je reviendrais. » Jacques se redressa lentement en s'essuyant les mains. « Bonjour, dit-il, pas vraiment surpris, mais curieux. J'ai apporté quelque chose, dit Savane en tendant la boîte. Pour Ava. » Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent lorsqu'elle défit le tissu. À l'intérieur se trouvait un ensemble de peintures aquarelles de qualité professionnelle, des pinceaux souples et du papier épais et texturé. Le genre de matériel que les artistes utilisaient quand ils ne jouaient pas, mais créaient. Ava leva les yeux, étourdie. Ce sont de vraies peintures d'artistes. Savane s'agenouilla à côté d'elle. « Tu es une vraie artiste, Ava. » Jacques se déplaça, mal à l'aise, mais touché. « C'est très généreux. » Savane se leva en époussetant ses genoux. « Ce n'est pas de la générosité, c'est de la gratitude. Ta fille m'a rappelé qui j'étais avant de devenir tout le reste. » Il l'observa. « Tu as l'air différente aujourd'hui. Je me sens différent. » Ils s'assirent sur le banc à côté de la boutique pendant qu'Ava peignait à proximité, le front plissé par la concentration. « J'y suis retourné, » dit Savane doucement. Jacques tourna la tête. « À la maison ?» Elle acquiesça. « Elle tient encore debout, mais à peine, mais elle est là. Ça a dû te rappeler des choses. » « Oui. » Elle lui jeta un coup d'œil et à certaines personnes. Jacques ne posa pas de questions. Il attendit simplement comme le font souvent les gens dans les petites villes, laissant le silence faire ce que les mots ne peuvent souvent pas faire. « J'ai trouvé une lettre, » poursuivit Savane d'une voix douce. « Ma grand-mère me l'a laissée. Elle savait que je reviendrais un jour. » Jacques resta silencieux pendant un long moment. C'est drôle comme ils savent, même quand nous ne savons pas. Savane regarda Ava, qui mélangeait maintenant les couleurs avec une précision intense. Elle dit autre chose. Jacques haussa un sourcil. Elle dit que cette maison n'avait jamais été destinée à être vendue. C'était censé être un endroit où je pouvais toujours revenir. Savane inspira profondément. Je pense que je veux la rénover. Jacques hocha la tête, surpris. C'est un gros boulot. J'ai pas peur de bosser. Non, je suppose que non. Elle le regarda. Je sais pas ce que je fais, Jacques. Je suis pas là pour créer une nouvelle marque ou faire la une des journaux. Je veux juste découvrir qui je suis sans tout ça. Jacques se pencha en arrière sur le banc, les bras croisés. Eh bien, Bois d'érable n'est pas pressé. Ça te laissera le temps de voir. Elle sourit, reconnaissante pour le ton rassurant de sa voix. Au cours des jours suivants, Savane commença un rituel tranquille. Chaque matin, elle se rendait à la maison et parcourait ses couloirs grinçants, notant ce qui devait être réparé, ce qui pouvait être récupéré, quels souvenirs ressurgissaient à tel ou tel endroit. Et l'après-midi, elle retournait en ville et s'attardait près du garage, discutant avec Ava, partageant de vieilles histoires, s'asseyant parfois avec Jacques sur le porche avec des tasses ébréchées remplies d'un café fort. Elle ne le pressait pas, et lui non plus. Il y avait une sorte de grâce dans l'espace qu'ils partageaient, une compréhension tacite entre deux personnes qui avaient appris à survivre en n'attendant pas trop des autres. Mais petit à petit, leurs barrières se sont adoucies. Un après-midi, Jacques s'est présenté à la vieille maison avec une boîte à outils et une offre discrète. « Tu vas avoir besoin d'aide pour reconstruire le porche », dit-il, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Savane ne répondit pas tout de suite. Au lieu de ça, elle sourit et ouvrit grand la porte d'entrée. Le soir venu, Savane se remit à dessiner. Rien de très élaboré, juste des impressions rapides, un coin de l'ancienne cuisine, le balancement de la balancelle qui n'était plus là, les mains d'Ava qui tenaient fermement un pinceau. Elle n'avait pas réalisé à quel point la sensation du papier sous ses doigts lui manquait, cette sensation de créer sans être jugée. Un soir, en feuilletant ses croquis, elle s'est retrouvée à fixer un dessin dont elle ne se souvenait pas avoir fait. C'était Ava, assise sous le saule derrière la maison, la lumière du soleil jouant sur ses épaules. Et debout derrière elle, légèrement flou, se trouvait Jacques, les manches retroussées, la regardant avec cette tendresse silencieuse et tacite qu'il n'avait jamais exprimée à voix haute.
Les doigts de Savane flottaient au-dessus de la page. Elle réalisait que c'était à ce moment-là qu'elle avait commencé à ressentir quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore exprimer avec des mots. Un matin, alors que Savane aidait Ava à mélanger des couleurs pour peindre un ciel au coucher du soleil, la petite fille a levé les yeux vers elle avec un air sérieux. « Pourquoi tu t'es arrêté de peindre tout à l'heure » Savane s'est interrompue, prise au dépourvu. « Parce que j'ai oublié pourquoi j'avais commencé. »« Pourquoi t'as commencé ?» Savane l'a regardé, puis a regardé Jacques, qui était en train d'essuyer une clé à molette à proximité. « Je voulais ressentir quelque chose de vrai, » dit-elle doucement. Ava acquiesça comme si cela lui semblait tout à fait logique. « Alors tu ne dois plus jamais t'arrêter. » Cet après-midi-là, alors qu'elle retournait à son camion, Savane se retourna et regarda l'atelier, le petit stand au bord de la route, la fille avec de la peinture sur son jean et l'homme qui avait dit tant de choses avec si peu de mots. Ce n'était pas simplement un retour au passé, c'était un pas vers quelque chose de nouveau, d'inconnu. Et pour une fois, Savane n'avait pas peur. La route menant à Cedar Creek serpentait comme un vieux ruban, se rétrécissant à chaque kilomètre. Le gravier crissait sous les pneus de Jacques, tandis que son pick-up roulait à travers d'épaisses forêts d'érables et de chênes. Les branches formaient une cathédrale silencieuse au-dessus de leur tête. Savane était assise sur le siège passager, les cheveux cachés sous une casquette de baseball, les bottes boueuses après avoir passé la matinée à débroussailler derrière le Porsche. Elle avait insisté pour venir, pas seulement pour voir la scierie où il s'approvisionnait, mais parce que traverser ces bois familiers l'apaisait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Jacques conduisait d'une main, l'autre sur le volant, détendu. « Ça fait des années que je ne suis pas passé par là. » Avant, il y avait une ancienne route forestière après ce virage. Savane acquiesça, les yeux fixés sur les arbres qui défilaient derrière la vitre. Ces bois sont les mêmes, on dirait qu'ils vous regardent, mais pas de manière menaçante, plutôt comme s'ils se souviennent de quelque chose. Jacques jeta un coup d'œil de côté, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. La plupart des gens de la ville ne parlent pas des arbres comme ça. Je ne suis pas comme la plupart des gens, dit-elle doucement. Non, acquiesça-t-il, tu n'es pas comme eux. Ils passèrent le reste de la journée à ramasser du bois, à récupérer des planches usées et à choisir des ferrures qui s'harmoniseraient avec la structure de la vieille ferme. Jacques lui montra comment vérifier si les poutres étaient pourries et comment lire le grain du bois récupéré. Savane observait, posait des questions, prenait des notes, désireuse d'apprendre, non par nécessité, mais par respect. Ce soir-là, de retour à la maison, il se tenait sous le porche surplombant le champ où la balançoire était autrefois suspendue au saule. Savane s'avança, le regard fixé sur le jardin envahi par la végétation. « C'est là qu'elle était », murmura-t-elle. « La balançoire » demanda Jacques. Elle acquiesça. Elle était rouge, décolorée, mais solide. « Ma grand-mère me poussait pendant des heures. C'est là que je lui ai dit que je voulais être artiste. » Il la regarda d'un air pensif. « Et qu'est-ce qu'elle a répondu ?» Savane sourit, d'une voix basse. Elle a dit « Alors ne laisse pas le monde te faire changer d'avis, ma chérie. Laisse ton art changer le monde. » Jacques resta silencieux un instant, puis dit « On dirait une femme qui savait des choses. » C'était le cas, répondit Savane. Mais elle ne les disait jamais à moins que tu ne l'écoutes. Le vent faisait bruisser les hautes herbes, emportant avec lui le parfum du chèvrefeuille et du thym. Le soleil se couchait derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le porche. « J'ai trouvé autre chose, » dit Savane, sa voix à peine plus forte que la brise. « Hier, dans le grenier, » dit Jacques en haussant un sourcil. Elle fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une feuille de papier jauni pliée. Elle la lui tendit avec précaution. C'était une autre lettre écrite dans la même écriture cursive douce que celle qu'elle avait découverte la première fois. À celui qui se souvient encore, cette maison renferme plus que vos souvenirs. Elle renferme vos débuts. Vous êtes arrivés ici en morceaux. Vous reviendrez entier si vous vous laissez aller. Laissez l'amour entrer, Savane, même quand il vous fait peur. Jacques la lut 2 fois avant de la plier soigneusement et de la rendre à Savane. Sa voix était calme. Elle les a vraiment laissés pour vous. Savane acquiesça. Je pense qu'elle savait que j'en aurais besoin. Pas tout de suite, mais un jour. Jacques s'appuya contre la balustrade du porche, les bras croisés. Alors pourquoi maintenant? Elle leva les yeux vers lui. Parce qu'une petite fille a peint un rêve qu'elle n'aurait pas dû connaître et parce que tu lui as donné l'espace nécessaire pour croire que cela avait de l'importance. Leurs regards se croisèrent un instant plus long que prévu. Puis Savane recula, s'éclaircissant la gorge. De toute façon, demain, c'est le jour de la démolition du porche. Jacques rit. Je dois apporter un pied de biche ou un prêtre? Elle sourit. Les deux, probablement. Le lendemain matin, Savane arriva tôt. Elle portait un bandana pour protéger ses cheveux de la poussière, ses manches retroussées, un marteau à la main. Jacques avait déjà commencé à détacher les planches pourries et à la mi-matinée,
Ils travaillaient tous les deux dans un rythme tranquille, la sueur perlante sur leur front, la maison gémissant sous l'effet des clous vieux de plusieurs décennies. Ava était assise sur un rocher à proximité, en train de peindre, comme elle le faisait souvent avec une intense concentration. Aujourd'hui, elle était absorbée par un ciel tourbillonnant d'orange et de lavande. « Qu'est-ce que tu peins ?» demanda Savane en s'arrêtant pour boire une gorgée de son thermos. Ava leva les yeux écarquillés. La maison, mais telle qu'elle veut être. Jacques posa son pied de biche. Telle qu'elle veut être. Ava pencha la tête. Pas telle qu'elle est, telle qu'elle se souvient. Savane s'agenouilla à côté d'elle, regardant l'image. Les fenêtres étaient éclairées de l'intérieur. Une lueur dorée et chaleureuse. La balançoire était revenue et des vignes fleurissaient d'une fleur rose pâle qu'elle ne reconnaissait pas. Et sous le porche, il y avait 3 silhouettes, Savane, Ava et Jacques. Savane cligna des yeux. « C'est magnifique, Ava. » La jeune fille haussa les épaules. « En fait, c'est exactement ce que je vois. » Jacques jeta un coup d'œil, mais ne dit rien. Plus tard dans la soirée, Savane se tenait seule dans la cuisine de la vieille maison, suivant du bout des doigts le contour du cadre de la fenêtre. Les murs portaient encore les traces d'un vieux papier peint, dont les fleurs étaient maintenant fanées et gondolées sur les bords. Elle pouvait presque entendre le cliquetis de la vaisselle, le rire de sa grand-mère fredonnant faux. Le silence n'était pas vide. Il était plein de souvenirs, d'espoir, de ce mélange étrange où le passé et le présent flottaient comme de la poussière dans la lumière du soleil. Elle se retourna et trouva Jacques dans l'embrasure de la porte, l'air calme et déterminé. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-il en lui tendant une bouteille de thé sucré. Elle acquiesça. Ils s'assirent sur les marches devant le porche, les étoiles commençant à percer le ciel indigo. « Je ne sais pas encore ce que cet endroit va devenir, » dit-elle doucement. « Ce sera peut-être chez moi. Ce ne sera peut-être qu'un chapitre. » Jacques prit une gorgée. « Quoi qu'il en soit, c'est un bon chapitre. » Savane le regarda. « Tu as déjà pensé à partir ?»« Oui, » avouait-il après le décès de Laïa. « J'y ai beaucoup réfléchi. Mais Ava avait besoin de racines. Et moi aussi, peut-être. Beaucoup. Mais Ava avait besoin de racines. Et moi aussi, peut-être. » Savane acquiesça, d'une voix presque murmurée. « Parfois, je me demande si on construit des murs en pensant se protéger. Et si tout ce qu'on fait, c'est empêcher les bonnes choses d'entrer. » Jacques ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, ce fut simple. Alors peut-être qu'il est temps de laisser les bonnes choses entrer. Elle le regarda, vraiment, et dans ses yeux calmes, elle ne vit aucun jugement, aucune attente, juste la patience de quelqu'un qui comprenait le deuil, comprenait la reconstruction, et avait appris à continuer d'avancer malgré tout. C'était le début de quelque chose, fragile, incertain, mais réel. Et Savane, pour la première fois depuis des années, ne fuyait pas. Elle marchait droit vers lui. La dernière planche se détacha dans un grincement et un nuage de poussière. Jacques la jeta sur le tas qui s'agrandissait et se pencha en arrière, essuyant la sueur de son front avec le dos de son bras. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, projetant des ombres nettes le long de la cour avant de la ferme où Savane se tenait debout, examinant les poutres apparentes du porche. Elles avaient bossé toute la matinée côte à côte sans beaucoup parler. Le genre de silence qui n'était pas tendu, mais rythmé. Le genre de silence dans lequel les gens tombent quand ils se font confiance sans avoir besoin de s'expliquer. Savane se tenait debout, les mains sur les hanches, les joues rouges à cause de la chaleur et de l'effort, les cheveux tirés en un chignon désordonné qui n'avait plus rien de moderne depuis longtemps. Elle regarda les poutres. « Solide, dit-elle. » Étonnamment, Jacques acquiesça. « Ta grand-mère construisait des choses pour durer. » Savane sourit faiblement. Elle construisait des gens pour durer. Ava, assise à l'ombre du vieux chêne avec ses peintures, leva les yeux. « Est-ce que ça va être encore un Porsche ?» Jacques sourit plus que jamais. Plus tard dans l'après-midi, Savane retourna seule en ville. Jacques avait insisté pour qu'elle fasse une pause. « Tu n'as pas l'habitude de manier le marteau », avait-il dit, à moitié pour la taquiner. Elle s'est arrêtée au restaurant du coin, l'un des rares endroits à bois d'érable qui n'avait pas changé depuis des décennies. Des banquettes en vinyle, un jukebox qui ne fonctionnait jamais vraiment et des serveuses qui se souvenaient de votre nom, même si vous n'y habitiez pas là. Savane s'assit près de la fenêtre, sirotant un thé sucré et regardant un garçon rouler à vélo sur le trottoir, un sac de course suspendu à son guidon. Cette ville avait un rythme qui lui était propre, lent, honnête, vivant. Elle avait passé tellement de temps dans des salles de réunion et des tours de verre, à prendre des décisions qui résonnaient dans des feuilles de calcul, mais qui ne touchaient jamais la vraie vie. Mais ici, dans les regards discrets de Jacques, dans les peintures d'Ava, dans la terre sous le porche de sa grand-mère, tout semblait enraciné, réel. Elle sortit son téléphone, vérifiant instinctivement ses emails, puis s'arrêta. Sa boîte de réception était pleine. Appels manqués, demandes de la presse, questions d'investisseurs.
Des gens qui se demandaient où était passée Savane Monette. Elle fixa l'écran, puis l'éteignit, les laissant dans l'expectative. Ce soir-là, elle retourna au garage avec une boîte des biscuits préférés d'Ava, achetée à la boulangerie. Le soleil commençait à descendre, plongeant tout dans une brume dorée. Elle trouva Ava assise sur un tabouret, balançant ses jambes pendant que Jacques travaillait sur un vieux camion. « Livraison spéciale », dit Savane en posant la boîte sur la table. Ava s'illumina. « Des sneakerdoodles », dit Jacques en lui adressant un sourire reconnaissant. « Tu la gâtes, elle le mérite », répondit Savane. « C'est elle qui m'a ramené ici. » Jacques la regarda alors, d'un long regard qui en disait plus long qu'il n'était prêt à dire à voix haute. Ils mangèrent des biscuits sous la douce brise d'un ventilateur sur pied, du genre qui fait un bruit de cliquetis quand il tourne. Ava parlait avec enthousiasme de sa nouvelle peinture, un champ de fleurs sauvages avec un ciel plein d'oiseaux, tandis que Jacques et Savane étaient assis dans un silence complice. Finalement, Ava s'excusa pour aller se laver, et Jacques se tourna vers Savane. « Tu restes plus longtemps que prévu », dit-elle en hochant la tête. « Je crois que j'ai arrêté de planifier le jour où j'ai vu ce tableau. » Jacques s'adossa contre l'établi, les bras croisés. « Et ta vie en ville ?» Savane hésita. « Elle est toujours là. J'attends, je suppose. Tu vas y retourner ? Je ne sais pas. » Il n'insista pas, se contentant d'attendre comme il le faisait toujours. Savane lui jeta un coup d'œil. « Je peux te poser une question ? » ?»« Bien sûr. Pourquoi tu ne sors pas avec quelqu'un ?» Jacques cligna des yeux. La question était sortie plus doucement qu'il ne l'avait prévu, mais elle resta néanmoins en suspens. Il se frotta la nuque. « J'ai passé beaucoup de temps à élever Ava. C'est une vie à plein temps, et après le décès de Laïa, je n'étais pas sûr d'avoir encore quelque chose à donner. » Savane acquiesça lentement. « Mais tu as quelque chose à donner. » Jacques croisa son regard. Quelque chose changea dans son regard. « Et toi ? Tous ces articles, la milliardaire mania de la mode avec une vie parfaite. Pourquoi as-tu tout quitté ?» Elle hésita. « Parce que ce n'était pas parfait, finit-elle par dire. C'était lisse, contrôlé, solitaire. » Jacques ne broncha pas. « Et maintenant, dit Savane en baissant les yeux, puis en les relevant. Maintenant, je me sens inachevé, dans le bon sens du terme. » Un long silence s'installa entre eux. Pas gênant, mais lourd de possibilités. Puis la porte du garage s'ouvrit en grinçant et Ava rentra en sautillant, interrompant ce qui était sur le point de se passer. Jacques se leva, s'essuyant les mains sur son jean. « Allez, petite, il est l'heure de fermer. » Savane s'attarda un instant avant de les rejoindre dans la lumière déclinante, mais le silence ne dura pas. Le lendemain matin, un SUV noir élégant s'arrêta devant la ferme. Savane était dans le jardin en train de ramasser des débris lorsque le véhicule s'immobilisa, ses vitres teintées brillant au soleil. Elle resta figée lorsque la portière s'ouvrit et qu'un homme élégamment vêtu en sortit, son téléphone à la main. « Mademoiselle Monette, dit-il d'un ton sec, vous étiez difficile à joindre. » Savane expira lentement. « Patrick Lou, directeur des opérations de sa société, et plus précisément, l'homme qui avait maintenu l'Empire à flot en son absence. » Il regarda autour de lui avec dégoût. « Cet endroit n'est pas exactement ce que j'appellerais un lieu adapté à une entreprise. Ce n'est pas le but, » répondit Savane d'un ton froid. Patrick baissa ses lunettes de soleil. « On a des réunions à New York, des conférences de presse, des présentations aux investisseurs. L'équipe s'est démenée pour te remplacer. Je ne leur ai rien demandé. Tu n'as rien demandé, Savane. Tu as juste disparu. » Elle croisa les bras. « J'avais besoin d'espace. » La voix de Patrick baissa, plus prudente à présent. « Écoute, je comprends. Tu avais besoin d'une pause. Mais si tu essaies de faire un coup médiatique, je ne suis pas d'accord, » dit-elle fermement. « Ce n'est pas un coup médiatique. C'est ma vie. » Il cligna des yeux. « Tu restes ici pour l'instant. » Patrick la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu sais que le conseil d'administration est nerveux. Il parle déjà de plans de succession. Laisse-les faire. » Il la fixa un moment de plus, puis eut un petit rire. « Tu as changé. » Savane ne répondit pas. Alors que le SUV s'éloignait, elle resta immobile, la poussière tourbillonnant autour de ses bottes. Jacques arriva quelques minutes plus tard, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Ça va ?» Savane acquiesça, mais son expression était distante. « Quelqu'un de ton autre vie ?» demanda-t-il doucement. « Oui ?» Jacques hésita. « Tu penses à rentrer ?» Savane se tourna vers lui, la voix ferme. « Je pense que pour la première fois de ma vie, je pense rester. » Le vent se mit à souffler dans les arbres en cette fin d'après-midi. Un bruissement faible et inquiétant qui fit trembler les feuilles et vibrer les carillons suspendus sous le porche du garage de Jacques, comme des nerfs avant une confession. Savane se tenait sous l'auvent de la vieille maison, un rouleau de plans dans les mains, fixant les nuages qui se formaient à l'ouest. Ils roulaient bas et sombres, comme des pensées lourdes arrivant sans y être invitées. Elle sortit son téléphone de sa poche, celui qu'elle avait à peine utilisé depuis des semaines, et consulta l'application météo. Alerte tornade, forte pluie, risque d'inondation soudaine. Bois d'Érable n'était pas une ville paniquée,
mais elle respectait la nature. Quand les tempêtes s'abattaient sur ces contrées reculées, elle ne faisait pas dans la dentelle. Quand elle arriva au garage, le vent s'était levé. Jacques était déjà en train de s'affairer dans l'atelier, fermant les portes et sécurisant le matériel. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle en entrant. Jacques acquiesça. La radio dit que ça avance vite. Elle pourrait frapper en début de soirée. Ava était assise sur le comptoir avec son sac à dos, serrant dans ses bras un lapin en peluche. Papa a dit qu'il ne pouvait pas rester à la maison. Il a dit que les arbres étaient trop près. Savane acquiesça en lui souriant. « Il a raison. Ce bâtiment est plus solide. Tu peux rester avec nous, dit Jacques sans lever les yeux. C'est plus sûr que cette vieille ferme en ce moment. Savane hésita. Elle détestait l'idée de quitter la maison, surtout maintenant qu'elle commençait à se sentir chez elle. Mais Jacques avait raison. La structure était vieille et les arbres la surplombaient comme des gardes à l'humeur incertaine. « Merci, dit-elle en écartant ses cheveux de son visage. Je vais chercher quelques affaires et je reviens tout de suite. La pluie se mit à tomber alors qu'elle arrivait à la ferme. Ce n'était pas une bruine, mais une averse soudaine et violente qui s'abattait sur le pare-brise et transformait le chemin de terre en boue. Elle se gara aussi près que possible du porche et courut à l'intérieur, attrapant ce qu'elle pouvait en 5 minutes. Son carnet de croquis, les 2 lettres de sa grand-mère, des vêtements de rechange. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle s'arrêta près de la fenêtre de la cuisine. À travers la vitre, un éclair illumina le champ derrière la maison. Pendant un instant, on aurait dit que la balançoire était revenue sur le saule, juste le temps d'un clignotement, se balançant toute seule dans le vent. De retour au garage, Jacques avait transformé l'espace de travail principal en abri de fortune. Des couvertures, des lanternes, une radio à pile graisaient sur un établi. Ava était recroquevillée sur un sac de couchage, son lapin blotti dans une pile de livres. Savane arriva trempée et à bout de souffle. Jacques lui tendit une serviette, le front plissé par une inquiétude silencieuse. « C'est mauvais dehors. Ça tombe à tombe, dit-elle en retirant sa veste trempée. Jacques acquiesça et lui offrit un thermos de café. On va attendre que ça passe ici. La tempête se déchaîna avec fureur. Le vent hurlait comme une créature ancienne et la pluie frappait le toit en tôle comme des milliers de petits points. Le courant a vacillé une fois, puis a complètement disparu, plongeant la pièce dans la douce lumière vacillante des lanternes. Ils se sont assis ensemble au milieu de l'atelier. Savane, Jacques et Ava, enveloppés dans des couvertures dont l'odeur de pétrole et de pluie se mélangeait à quelque chose d'étrangement réconfortant. Ava s'était endormie contre Savane, et pendant un long moment, aucun des 2 adultes ne parla. Puis Savane murmura « Je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis restée assise assez longtemps pour simplement écouter. » Jacques jeta un coup d'œil vers quoi? La tempête, le silence entre les bruits. Jacques baissa les yeux vers le visage paisible d'Ava. Parfois, c'est entre les deux que se trouve la vérité. Savane se tourna vers lui, la voix basse. « Tu es doué pour ça. » Il haussa un sourcil. « Pourquoi ? Pour que les gens se sentent en sécurité. » Stables. Sa voix se brisa légèrement. J'avais oublié ce que ça faisait. Jacques ne détourna pas le regard. « Et qu'est-ce que tu ressens maintenant ?» Elle croisa son regard. Comme si je pouvais peut-être me rappeler comment faire à nouveau confiance. Le vent hurlait au-dessus d'eux, mais à l'intérieur du garage, il n'y avait que le silence. Un refuge d'un autre genre. Jacques ne chercha pas à lui prendre la main, ne comble pas l'espace entre eux, mais à la lueur de la lanterne, son regard s'adoucit, non par pitié, mais par reconnaissance. 2 personnes qui avaient perdu, 2 personnes qui choisissaient malgré tout de rester ouvertes. 1 heure plus tard, la tempête passa aussi soudainement qu'elle était arrivée. La radio murmurait des informations sur la trajectoire du front, qui se déplaçait maintenant vers l'est. Les lignes électriques étaient coupées, des arbres étaient tombés en travers des routes, mais aucun blessé n'était à déplorer. Jacques attisa le feu dans le vieux poêle à bois au fond de l'atelier, tandis que Savane couvrait Ava avec une autre couverture. « Elle dort à poing fermé, » murmura Jacques avec un sourire. « Elle te fait confiance, » répondit Savane. « Ce genre de paix ne vient que de l'amour, n'est-ce pas ?» Il la regarda. « Vraiment ?» Il la regarda et dit « Tu sais que tu n'es pas obligé de partir, n'est-ce pas ?» Elle retint son souffle. « Je veux dire, continua-t-il, quand tout ça sera fini, quand les réparations seront terminées, tu agis comme si tu avais une date d'expiration pour rester ici. » Savane fixa les braises incandescentes dans le poêle, puis le regarda à nouveau. « Parce que je n'ai jamais été quelque part où les gens voulaient que je reste. Ils avaient besoin de moi, bien sûr, pour les affaires, pour les gros titres, pour ce que je pouvais leur apporter, mais pas seulement moi. » La voix de Jacques était douce. « Alors c'est peut-être la première fois pour toi. » La pièce était à nouveau silencieuse, mais c'était un silence différent, chargé d'émotions, de possibilités. Ava remua dans son sommeil, marmonnant quelque chose à propos de la balançoire. Savane sourit. Elle continue de peindre cet arbre. Jacques acquiesça. Elle dit qu'il est censé revenir. Savane pencha la tête.
On devrait peut-être le construire pour elle. Jacques hésita. Pas seulement pour elle. Que veux-tu dire? Leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Et à ce moment-là, Savane comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé admettre auparavant. Elle ne voulait pas seulement reconstruire la maison de sa grand-mère. Elle voulait reconstruire quelque chose en elle. Quelque chose de fragile, quelque chose d'espoir. Et peut-être, juste peut-être, que Jacques et Ava faisaient partie de ces fondations. La tempête avait balayé le monde extérieur. Mais à l'intérieur du garage, quelque chose avait pris vie, silencieux, stable et tout juste commencé. Un temps différent, un foyer différent. Savane avait oublié à quel point le silence pouvait être bruyant après une tempête. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de bois d'érable était vaste et clair, nettoyé par la violence de la nuit. Des branches jonchaient les routes et des flaques d'eau scintillaient dans les fossés, mais l'air était vif et embaumait cette odeur incomparable de pain, de pluie et de nouveaux départs. Au garage de Jacques, les débris de la tempête avaient déjà été en grande partie déblayés. Jacques s'était levé à l'aube, pas parce qu'il le devait, soupçonnait Savane, mais parce que les hommes comme lui ne savaient pas rester en place quand il y avait quelque chose à réparer. Savane se tenait près de l'entrée du garage, buvant à petites gorgées un café noir bien fort dans une tasse en étain, et le regardait travailler. Il bougeait avec une détermination tranquille. Sa présence était aussi solide qu'un rocher au milieu d'un courant agité. Ava était assise à côté avec son carnet de croquis, fredonnant tout en peignant ce qui ressemblait à une grange lumineuse sous un ciel étoilé. Pendant un instant, Savane se laissa croire que c'était sa vie, qu'elle était à sa place ici, avec les tasses ébréchées, les matins tranquilles et un homme qui la faisait se sentir vue sans jamais lui demander de jouer un rôle. Mais elle savait que les bonnes choses étaient rarement sans contrepartie. C'est arrivé juste cet après-midi-là. Une voiture élégante et inconnue s'est garée devant le garage, argentée, rutilante, avec des plaques d'immatriculation de location et des vitres teintées. Elle n'avait pas sa place ici, pas maintenant. La portière s'est ouverte et une femme en talons hauts est sortie, faisant claquer ses talons de manière trop bruyante sur le gravier. Son blazer était taillé sur mesure, ses boucles d'oreilles étaient petites et coûteuses. Et sur son visage, il y avait une chose que Savane a tout de suite reconnue. Le regard de quelqu'un qui avait l'habitude de commander. Savane a appelé la femme en marchant rapidement vers elle. Finalement, Jacques a levé les yeux dessous le capot d'un camion. Ava a arrêté de peindre en plein élan. Savane s'est raidie. Charlotte Valois, responsable de la division relations publiques de Monette et Wild, est la dernière personne que Savane s'attendait à voir à Bois d'Érable. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Savane d'une voix mesurée, mais tendue. Charlotte ne baissa pas le ton. J'ai pris l'avion hier soir. Le conseil d'administration est en panique. Ton nom est de nouveau à la une des journaux, et pas dans le sens où on l'aurait voulu. Savane fronça les sourcils. Quels journaux? Charlotte sortit son téléphone et tapa sur l'écran. Le milliardaire Aéris vit comme un habitant de la région. Rumeur d'une romance dans une petite ville américaine, lut-elle à voix haute, puis tourna l'écran pour que Savane puisse voir. Et c'est encore l'un des plus gentils. Savane cligna des yeux devant l'image. C'était une photo prise sur le vif d'elle et Jacques sur le porche de la ferme 2 jours auparavant. Elle sourirait. Il lui tendait un outil. L'intimité était indéniable. « Je ne savais pas que quelqu'un nous regardait », dit-elle à voix basse. Charlotte haussa un sourcil. « Savane, tu as disparu, sans prévenir, sans explication. Et maintenant, tu rénoves une vieille maison avec un mécanicien et son gamin. Tu crois que la presse ne va pas s'emparer de l'affaire ?» Derrière elle, Jacques posa la clé à molette. Son expression était indéchiffrable. Mais Savane sentait son regard comme un poids sur ses épaules. Elle déglutit. Ce n'était pas prévu. « Je le vois bien, » répondit Charlotte. « C'est ça le problème. » Plus tard, dans l'arrière-boutique du garage, Savane ferma la porte et se planta devant Jacques, qui restait assis sur le bord de son établi, les bras croisés. Alors, il a dit « Tu es milliardaire ?» Savane grimaça. « Techniquement, oui, mais ce n'est pas tout. Il n'a rien dit. »« Je ne voulais pas mentir, » ajouta-t-elle. « J'avais juste besoin d'espace, de temps pour comprendre qui je suis sans tout ça. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me suive jusqu'ici. » Jacques leva les yeux. « Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Qu'on fasse comme si ça ne changeait rien ?» Elle hésita. « Est-ce que ça change quelque chose ?» Jacques n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Tu es entré dans nos vies en tant qu'une autre personne, et nous t'avons laissé entrer. Ava t'a peinte dans notre avenir. Et maintenant, nous découvrons que la femme qui lui apprend à tenir un pinceau dirige un empire mondial de la mode. » La voix de Savane se brisa. « Je ne suis pas venu ici pour manipuler qui que ce soit. » Jacques se leva. « Non, mais tu t'es caché, et c'était peut-être plus facile pour toi comme ça. » Elle s'approcha. « Je ne savais pas comment te le dire.
tu ne nous faisais pas assez confiance. Les mots eurent plus d'impact qu'elle ne l'avait prévu. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Jacques secoua lentement la tête. Écoute, je me fiche de ton compte en banque. Je me soucie de ma fille. Et en ce moment, elle pense que la femme qui lui a fait croire à la magie pourrait partir parce que des gens chics en costume se sont pointés. Les yeux de Savane se remplirent de larmes. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Alors ne le fais pas, dit-il simplement. Réfléchis à ce que tu fais, Savane. Parce que si ce n'était qu'un détour pour toi, ne laisse pas espérer que ce soit pour toujours. Savane n'est pas retournée à la ferme cette nuit-là. Au lieu de ça, elle s'est enregistrée à l'auberge, là où elle avait séjourné à son arrivée à Bois d'Érable. Il faisait plus froid maintenant, moins vivant. Elle se tenait au milieu de la pièce, le tableau qu'Ava lui avait offert entre les mains, celui de la vieille maison sous les étoiles avec 3 silhouettes debout sous le porche. 3. Elle suivit les silhouettes avec son doigt et laissa les larmes couler librement cette fois-ci. Le lendemain matin, elle se leva avant l'aube et prit la route, sans but précis, juste assez loin pour sentir le bruit de la route sous ses pneus et la douleur dans sa poitrine s'intensifier. Elle s'arrêta au sommet d'une colline au moment où le soleil apparaissait au-dessus des arbres. La lumière dorée et douce se répandait sur les champs, touchant le monde avec indulgence, et elle était assise là, seule, enfin, honnête avec elle-même. Elle était venue à Bois d'Érable pensant avoir besoin de prendre de la distance avec sa vie. Ce qu'elle avait trouvé, c'était une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée depuis longtemps. La petite fille qui peignait aux côtés de sa grand-mère, qui rêvait sans permission, qui aimait sans armure. Et cette petite fille ne voulait pas faire la une des journaux. Elle voulait des racines. Plus tard dans l'après-midi, elle retourna à la maison, sous le porche, à l'endroit qu'elle craignait d'avoir perdu. Ava était assise là, seule cette fois, les genoux repliés contre sa poitrine. Quand elle vit Savane, elle ne s'enfuit pas. Elle se contenta de la regarder avec espoir. Savane s'assit à côté d'elle. « Je suis désolée, » dit Ava en baissant les yeux. « Papa dit que tu es célèbre. »« Je l'étais, » répondit Savane doucement. « Peut-être que je le suis encore, mais ce n'est plus ce qui m'importe aujourd'hui. » Ava tripota son bracelet. « Tu pars ?» Savane la regarda dans les yeux. « Non, sauf si tu le veux. » Une longue pause, puis une petite voix. « Je ne veux pas. » Savane expira, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. « Alors je reste. » Ava se blottit contre elle, la tête posée sur l'épaule de Savane. Savane leva les yeux et vit Jacques dans l'embrasure de la porte qui les observait. Il ne dit rien, mais cette fois, il ne détourna pas le regard. La première chose que Jacques remarqua, ce fut le silence. Pas celui qui résonne après une dispute ou le silence fragile de la déception, mais quelque chose de plus doux, comme le moment entre deux accords dans une chanson bien jouée. Savane n'était pas revenu au garage après sa dispute avec Charlotte, ni ce jour-là, ni le lendemain. Et même si Jacques ne le disait pas à voix haute, son absence plombait l'atmosphère comme l'odeur de la pluie sur le bois. Impossible à ignorer, même lorsqu'elle s'estompait. Ava le sentait aussi. Elle a arrêté de demander quand Savane viendrait peindre avec elle. Elle fredonnait toujours pendant qu'elle dessinait, grimpait toujours dans le camion de Jacques avec un bond dans les jambes. Mais l'étincelle derrière ses questions, l'émerveillement, s'était estompé jusqu'au matin où elle lui a apporté une nouvelle peinture. Ils étaient dans la cuisine, un dimanche paresseux qui commençait avec des œufs brouillés et des toasts. Ava avait disparu après le petit déjeuner et était revenue avec une toile cachée derrière son dos. « Papa, » dit-elle en se mordant la lèvre, « j'ai peint quelque chose. » Jacques se détourna de l'évier, une serviette sur l'épaule. « Montre-moi. » Elle la brandit comme un secret à révéler. C'était la ferme, mais pas telle qu'elle était. Cette version montrait le porche restauré, des poutres blanches fraîches et une balançoire avec des coussins rouges. Le jardin était en fleurs avec des tulipes, de la lavande et des pailles qui n'avaient pas encore été plantées. La lumière se déversait par toutes les fenêtres et sous le saule se tenaient 3 silhouettes. L'enfant était Ava, sans aucun doute. La femme portait une robe d'été et avait de longs cheveux bruns, légèrement ébouriffés par le vent. Et à côté d'elle se tenait un homme en chemise de flanelle, la main posée protectivement sur son dos. Jacques examina le tableau pendant un long moment, la gorge serrée. « C'est magnifique, » dit-il finalement. Ava l'observait attentivement. « J'ai encore fait ce rêve. Elle était là. Elle n'était pas partie. » Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. « Tu crois qu'elle va revenir ?» Ava acquiesça. Elle est déjà revenue. Cet après-midi-là, Jacques se rendit à la ferme. La pluie qui était tombée en début de semaine avait ramolli la route, rendant le chemin boueux mais praticable. Quand il arriva à la maison, il trouva le porche vide, le vent agitant les carillons que Savane avait accrochés avant la tempête. La balançoire n'avait toujours pas été reconstruite, mais les crochets étaient en place. Il frappa à la porte, ne s'attendant pas à ce que quelqu'un réponde. Elle n'était pas là, pas encore. Savane s'était réfugiée au lodge plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Après ce moment avec Ava sur le porche, quelque chose en elle s'était apaisé.
Pas complètement, mais suffisamment pour respirer à nouveau. Elle ne se cachait pas. Elle attendait que le bruit s'estompe, que la ville cesse de l'appeler, que l'image du visage de Jacques après la visite de Charlotte s'adoucisse dans son esprit. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air blessé. Pas à cause de qui elle était, mais parce qu'elle ne lui avait pas fait suffisamment confiance pour le lui dire. Ce genre de blessure était plus difficile à affronter. Mais la voix d'Ava, lorsqu'elle avait dit « Je ne veux pas que tu partes », cela avait allumé quelque chose en elle. Quelque chose de féroce, quelque chose de maternel, quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à vouloir depuis des années. Savane décida donc de ne plus se cacher. Elle fit ses valises, laissa un petit mot à la réception. « Merci pour le calme ». Puis elle retourna à la ferme. Au coucher du soleil, elle était de retour sous le porche, les lettres de sa grand-mère à côté d'elle, son carnet de croquis ouvert sur ses genoux. Elle commença à dessiner la balançoire qu'Ava avait peinte, telle qu'elle serait lorsqu'elle se balancerait enfin dans la brise. Elle n'avait même pas remarqué qu'il était là, jusqu'à ce qu'elle entende le léger crissement du gravier. Jacques entra dans la lumière dorée, son camion garé en biais près de la clôture. Il la regarda longuement, puis regarda le carnet de croquis. « Tu es de retour, dit-il. »« Je ne suis jamais vraiment parti, répondit-elle. Il hocha la tête et s'approcha. Ava a peint quelque chose. Elle a dit qu'elle avait vu cet endroit dans un rêve, à nouveau entière. « Hein ?» Savane sourit faiblement. Elle voit des choses que nous avons tous trop peur d'espérer. Il s'approcha du bord du porche, ses doigts effleurant la balustrade en bois qu'ils avaient réparée ensemble. « Tu lui as fait peur, je le sais. Et à moi aussi. Je le sais aussi. » Jacques prit une inspiration. « Ce n'est pas une question d'argent, Savane, ni de presse. J'ai vu suffisamment de ce monde pour savoir ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu étais ici avec nous et que nous pensions que c'était réel. C'était réel, dit-elle rapidement. Je n'ai pas menti sur ce que je ressentais. Je n'ai pas menti sur cet endroit. Je n'étais simplement pas prête à abandonner la vie que j'avais construite, même si je n'avais plus l'impression qu'elle m'appartenait. » Les yeux de Jacques s'adoucirent, mais sa mâchoire resta crispée. Et maintenant, Savane leva les yeux vers lui, le cœur battant. « Maintenant, je veux construire quelque chose qui compte. » Il l'observa longuement, puis entra dans le porche et s'assit à côté d'elle. Pendant un moment, ils ne dirent rien. Les grillons étaient revenus, chantant en rythme dans les broussailles. Quelque part en bas de la colline, 2 renards jappaient au loin. « J'ai trouvé le journal de ma grand-mère, » dit Savane, rompant le silence. Elle écrivait qu'elle voulait transformer cet endroit en atelier d'art pour les enfants qui n'avaient pas les moyens de prendre des cours. Un sanctuaire. Jacques haussa un sourcil. « Ça me dit quelque chose. Je pense qu'elle m'a laissé ce rêve pour que je le trouve quand je serai prête. » Jacques la regarda. « Tu l'es » Savane acquiesça. « Je veux l'ouvrir ici avec Ava et toi, si tu me le permets. » Sa voix était douce. « Tu es sûr que tu ne fuis pas quelque chose ?»« J'ai assez fui, » répondit-elle. « Je veux maintenant courir vers quelque chose. Cette maison, cette ville. Toi. » Jacques se tourna complètement vers elle. « Alors arrête d'attendre. » Elle cligna des yeux. « Attendre quoi ? Que quelqu'un te donne la permission de rester. » Et tout à coup, l'atmosphère entre eux changea. Plus d'hésitation, ni de réserve. Elle s'ouvrit comme le ciel après un orage. Plus tard dans la nuit, Ava monta sur la pointe des pieds les marches du porche où Jacques et Savane étaient encore en train de discuter à la lueur d'une lanterne. Ses cheveux étaient humides de sommeil, ses bras enroulés autour d'une couverture usée. « Je n'arrivais pas à dormir, » marmonna-t-elle. Jacques tapota la balancelle à côté de lui. « Viens ici, Peanut. » Elle s'installa entre eux, la tête posée sur l'épaule de Jacques, les jambes repliées sous elle. Savane tendit la main et écarta doucement les cheveux d'Ava. « J'ai une question à te poser. » Ava cligna des yeux, encore endormie. « D'accord. Et que penses-tu de transformer cet endroit en une maison d'art où les enfants de la ville pourraient venir peindre comme toi ?» Les yeux d'Ava s'illuminèrent. « Vraiment ? Vraiment ?» Elle marqua une pause. « Vous serez toujours là ?» Savane croisa son regard. « Oui. » Ava regarda Jacques. « Elle peut vivre ici pour toujours ?» Jacques rit. « Ça dépend. De quoi ?» Savane les regarda tous les deux et murmura. « Si vous êtes prêts à me faire un peu de place. » Ava lui prit la main. « On l'a déjà fait. Ça a commencé avec une pelle. » Jacques se tenait au bord du potager derrière la ferme, sa botte appuyée contre l'acier usé, retournant la terre humide. Le sol ici était plus riche qu'il ne l'avait imaginé, sombre et moelleux sous les mauvaises herbes. La vie attendait sous la négligence. Savane s'agenouilla à quelques mètres de là, ses mains gantées écartant les dernières ronces qui avaient envahi les rosiers qui bordaient la clôture arrière. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, une tache de saleté sur la joue, et un sourire au coin de la bouche qui n'avait rien à voir avec la politesse et tout à voir avec la paix. Ça faisait 3 semaines depuis la tempête, 3 semaines depuis que son monde s'était effondré. Et chaque jour depuis, elle était restée, pas comme une invitée, pas comme une visiteuse avec ses valises à moitié faites. Elle était restée.
La ferme était passée d'un souvenir à un projet, puis à un rêve en marche. Les planches avaient été remplacées, les poutres renforcées, la peinture décapée et réappliquée. Le porche avait maintenant 2 balançoires, une de chaque côté, et Ava les avait baptisées toutes les 2 avec une énorme poussée de Jacques pour fêter ça. Le rêve que la grand-mère de Savane avait laissé derrière elle pour créer un espace sûr où les enfants pourraient créer, imaginer et guérir avait été transposé des pages jaunes d'un journal en plan, permis et objectif. Savane avait déposé les documents pour l'association à but non lucratif 2 jours plus tôt. Le nom était venu facilement. The Painted Porch, le Porche peint. Ce matin-là, Ava avait pris sa dernière peinture et l'avait épinglée sur le mur à moitié réparé de la cuisine. C'était simple, juste un ciel bleu clair avec 3 personnages, un homme, une femme et une petite fille, tous debout devant la ferme récemment restaurée. Jacques s'était arrêté pour la regarder avant de sortir. « Elle a bien réussi ton nez cette fois », avait-il taquiné Savane, qui jetait un œil à la toile par-dessus son épaule. « C'est parce qu'elle est secrètement un génie du portrait », répondit Savane avec une fierté feinte. « Ne lui dis pas. » Ça lui montra à la tête. Mais alors que Jacques se retournait pour partir, il remarqua autre chose dans son regard. Quelque chose de plus discret. Quelque chose d'anormal? Elle hésita. « Non, c'est juste que je n'ai jamais construit quelque chose d'aussi personnel auparavant. » Jacques s'appuya contre le cadre de la porte. « C'est pour ça que c'est important. » Elle sourit doucement et le rejoignit dehors. Ils travaillèrent pendant des heures sous le soleil printanier, s'arrêtant seulement quand Ava les appela pour leur dire que le déjeuner était prêt. Des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la marmelade qu'elle avait préparée elle-même avec un soin méticuleux. Ils mangèrent tous les 3 sur les marches du porche, les jambes ballottant, le soleil réchauffant leur dos. Savane regarda le jardin tout en mâchant pensivement. « Je veux ouvrir le jour de l'anniversaire de ma grand-mère. » Jacques s'essuya les mains sur une serviette. « Ça nous laisse 6 semaines. On peut le faire, » dit-il en souriant. « C'est la Savane Monette dont je me souviens dans le journal. Celle qui ne recule pas devant des délais impossibles. » Elle le regarda, le ton plus doux maintenant. Il ne s'agit plus de sauver la face. Il s'agit de sauver la grâce. Jacques ne la quittait pas des yeux. « Je pense que tu l'as déjà fait. » En ville, la nouvelle avait commencé à se répandre. Au début, c'était de la curiosité, des chuchotements au restaurant, des sourcils levés au magasin général. Les gens ne savaient pas trop quoi penser du fait que Savane Monette, mania de la mode et ancienne mannequin en couverture de Forbes, transportait désormais du bois, récurait des sols et s'asseyait en tailleur dans l'herbe pour apprendre aux enfants à mélanger les couleurs. Mais lorsque les permis ont été affichés sur le tableau d'affichage de la mairie et que Savane s'est levé devant le conseil municipal de Bois d'Érable en jeans et bottes, sans presse ni entourage, pour demander l'autorisation de peindre le porche, les chuchotements se sont transformés en chaleur et en accueil. Un par un, les voisins sont arrivés avec des dons, des pinceaux usagés, de vieux chevalets, du bois de rebut et, peut-être le plus touchant, des piles de lettres de gens du coin qui avaient grandi sans rien et auraient donné n'importe quoi pour un endroit comme celui-ci. Un soir, alors que le ciel se teintait de violet et que les grillons accordaient à leur symphonie nocturne, Savane marcha seul autour du périmètre de la maison. Le bourdonnement de la ville s'était estompé. Jacques avait emmené Ava à la librairie. Pour la première fois depuis des semaines, Savane avait la maison pour elle toute seule. Elle s'arrêta près du côté de la maison où le vieux chemin de pierre menait à ce qui avait autrefois été le jardin de sa grand-mère. Les roses étaient à nouveau en fleurs, à peine timides, et elle tendit la main pour effleurer du bout des doigts l'un des pétales roses pâles. Elle s'agenouilla à côté du parterre de fleurs, respirant le parfum des nouvelles pousses, et le ressentit à nouveau. Ce battement, cette sensation de quelque chose de plus profond que le souvenir, provenant de la terre, des briques, du vent. C'était plus que de la nostalgie, c'était l'appartenance. Elle se leva et marcha vers le sol. La balançoire venait d'être terminée la veille. Elle était rouge, comme celle de son enfance. Jacques avait ajouté des chaînes renforcées et poncé le siège pour le rendre lisse. Ava avait insisté pour qu'ils essaient tous à tour de rôle ce matin-là. Savane avait ri jusqu'à en avoir mal aux côtes, ses cheveux volant dans tous les sens derrière elle. Maintenant, elle était assise seule sur la balançoire, se balançant doucement, ses pieds effleurant le sol. Et là, sous les branches protectrices, elle fit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à faire depuis des années. Elle pleura, non pas de tristesse, mais de soulagement, de la douleur de toutes ces années passées à faire ses preuves, à courir après les gros titres, toujours avec la peur que si elle s'arrêtait, tout disparaîtrait. Mais ici, dans cette ville où personne ne s'attendait à ce qu'elle revienne avec un homme qui voyait clair dans son jeu et une petite fille qui peignait avec la sagesse d'une vieille âme, elle s'était arrêtée et rien n'avait disparu. En fait, tout avait commencé. Elle était encore sur la balançoire lorsque Jacques revint. Ava dormait dans ses bras. Il s'arrêta quand il la vit,
puis marcha tranquillement vers le porche. Savane se leva et le suivit. Jacques installa Ava dans le canapé-lit à l'intérieur, puis rejoignit Savane sur le porche. La lune s'était levée, projetant une lumière argentée sur les champs. « J'ai trouvé quelque chose », dit Savane en fouillant dans sa poche. Elle lui tendit une petite clé en métal, vieille, ternie, avec un ruban rouge décoloré en boucle. Ma grand-mère la portait en pendentif. Je l'ai trouvée au fond de sa table de chevet. Il y a un coffre dans le grenier que je n'ai pas réussi à ouvrir. Jacques la retourna entre ses doigts. « Tu veux que je t'aide à l'ouvrir » Savane leva les yeux. « Demain » marqua-t-elle après un long silence. Puis elle s'approcha et sans réfléchir, sans en faire trop, elle lui prit la main. « Jacques. » Oui. Elle prit une inspiration. « Tu es le premier endroit où je me suis senti suffisamment en sécurité pour me taire. » Il ne répondit pas. Il se contenta de soulever sa main et de la poser doucement sur sa poitrine. Et dans ce silence, sous cette lune, Savane comprit que la rédemption n'était pas une question de sauvetage. Il s'agissait de choisir de rentrer à la maison. L'air du matin était imprégné de l'odeur du bois frais et des lilas en fleurs. Le printemps s'était installé pour de bon à Bois d'Érable, et avec lui, un sentiment tranquille d'avoir un but qui vibrait dans la ferme comme de l'électricité avant qu'une lumière ne s'allume. Les fenêtres étaient grandes ouvertes. La peinture de la véranda était encore en train de sécher, et à l'intérieur de la maison autrefois abandonnée, la lumière du soleil inondait les sols qui avaient été frottés et poncés jusqu'à briller. Savane se tenait dans ce qui avait autrefois été la salle à manger de sa grand-mère, aujourd'hui transformée en atelier d'art improvisé, ses pieds nus reposant sur le parquet, des chevalets alignés contre les murs, chacun préparé avec une toile propre. Une longue table en bois récupérée et restaurée par Jacques lui-même trônait au centre, couverte de pots contenant des pinceaux, des palettes et des bocaux remplis de eau teintée de bleu et de vert. Ava entra dans la pièce en dansant, tenant une petite pancarte en carton recouverte de paillettes et d'une écriture irrégulière. « C'est prêt », dit-elle rayonnante. « Je peux l'accrocher dehors ?» Savane prit le panneau, enlevant quelques paillettes de son t-shirt. Le porche peint, l'art, l'espoir et les biscuits. Elle sourit. « Tu as oublié la partie gratuite. » Ava haussa les épaules. « L'espoir est déjà gratuit. » Savane se pencha pour embrasser le sommet de sa tête. « Oui, c'est vrai. Maintenant, va demander un marteau à Jacques. » Ava s'est enfuie en courant, les cheveux flottant derrière elle. Savane s'est retournée vers la pièce et s'est laissée imprégner par l'atmosphère. Les couleurs, le calme, le miracle silencieux du chemin parcouru. L'inauguration était encore dans plusieurs semaines, mais aujourd'hui serait un début en douceur. Juste une poignée d'enfants de l'école locale qui viendraient passer l'après-midi entre couleurs et biscuits. Pas de gala, pas de communiqué de presse, juste de l'art, juste la vie, juste ce qu'il fallait. Jacques arriva un après-midi avec 2 plateaux de bars au citron et de biscuits au beurre de cacahuète faits selon la recette de sa mère, la seule qu'il ait jamais pris la peine de mémoriser. Ses manches sans flanelle étaient retroussées, sa barbe taillée, et il avait de la sueur dans les cheveux. Il avait l'air, pensa Savane, de quelqu'un qui était exactement à sa place. « T'es nerveux ?» demanda-t-il en posant les plateaux sur le comptoir de la cuisine. Savane s'est appuyée contre le cadre de la porte et l'a regardé. Moins nerveuse, plus impatiente. Jacques a haussé un sourcil, comme quand on sait que quelque chose va commencer. Pas quelque chose d'important ou de bruyant, quelque chose de bien. Il a hoché la tête en jetant un coup d'œil vers le studio. « C'est magnifique, Savane. Tu as réussi. » Elle l'a regardé, une chaleur envahissant sa poitrine. « On a réussi, » Jacques a souri. « Ouais, je crois que c'est nous qui l'avons fait. » Ils partagèrent un moment de calme, l'un des nombreux qu'ils allaient chérir. Pas besoin de remplir l'espace avec des mots. Juste la certitude qu'ils étaient en train de construire quelque chose côte à côte. Les enfants arrivèrent peu après 13 heures, leurs parents les déposant avec des regards prudents qui se transformèrent en sourires curieux lorsqu'ils entrèrent. La plupart avaient entre 6 et 10 ans. Ils étaient nerveux, rires nerveux, certains serrant leurs petites boîtes à lunch ou des bouts de papier qu'ils avaient dessinés à la maison. Savane salua chacun d'entre eux personnellement, Ava jouant le rôle d'hôtesse officieuse, expliquant fièrement quels pinceaux étaient les meilleurs pour les nuages et lesquels pour l'herbe. Jacques s'attarda à proximité, réparant une étagère bancale et remplissant les bouteilles de limonade. Il n'était jamais au centre de l'attention, mais toujours au centre de tout ce qui fonctionnait. La pièce s'est remplie de rires, de coups de pinceau et de l'odeur caractéristique de la peinture à la détrempe. Savane passait d'un chevalet à l'autre, encourageant doucement les enfants, les complimentant, leur donnant un coup de main ici, un sourire là. Et quelque chose d'autre s'est produit. Les enfants, certains timides, d'autres les yeux écarquillés, ont commencé à peindre des choses qu'ils n'avaient pas l'intention de dire à voix haute. Une petite fille a peint une petite maison jaune, disant qu'elle lui rappelait celle où vivait sa mère avant qu'ils emménagent dans un appartement.
Un garçon a peint un chien qu'il n'avait pas vu depuis des mois, celui de son père, qui était parti avec le divorce. Ava a peint le ciel, bien sûr, et le porche. Et dans le coin, un cœur rouge entre deux mains tendues. Savane a dû s'excuser un instant, prétextant remplir une cruche d'eau juste pour ravaler la boule qu'elle avait dans la gorge. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était des souvenirs, de l'espoir et la vérité qui prenaient vie en couleur. Sa grand-mère aurait appelé ça un travail de l'âme. En fin d'après-midi, les enfants ont commencé à ranger, chacun repartant avec un biscuit, une petite toile emballée dans du papier et les joues rougies par la fierté. Les parents sont venus les chercher, beaucoup s'attardant pour demander quand aurait lieu la prochaine session. Quelques-uns ont proposé de se porter volontaire. Une enseignante locale a demandé si elle pouvait amener toute sa classe de CM1 le mois prochain. Savane absorbait tout cela comme la lumière du soleil, les yeux grands ouverts, le cœur rempli de joie. Lorsque le dernier enfant est parti, Ava a aidé Jacques à fermer le portail, puis est retournée sous le porche où Savane se tenait avec un bloc-notes, occupé à ranger les feuilles d'inscription. Ava a tiré sur sa manche. « On peut continuer à faire ça pour toujours ?» Savane s'est accroupie. « Tant qu'il y aura des enfants qui auront besoin de peindre, on sera là. » Ava sourit et courut chercher sa dernière peinture pour l'accrocher sur le mur de séchage. Jacques l'a suivi, passant légèrement la main sur son épaule. « Ça va ?» Savane se tourna vers lui. « Mieux que ça, » dit-il en observant son visage. « On dirait que tu es à ta place ici. »« C'est vrai, » dit-elle. « Et pas seulement dans cette maison, dans tout ça. » Elle désigna les murs, le porche, les empreintes de pas effacées sur le parquet où les enfants s'étaient tenus debout. Dans tout ça, l'expression de Jacques s'adoucit. « Je le savais. Je devais juste attendre que tu le saches aussi. » Savane lui prit la main, puis hésita. « Il y a autre chose. » Il la regarda, dans l'expectative. Elle sortit un morceau de papier plié de sa poche arrière. Un acte signé, scellé. « Je transfère la propriété de la maison au nom de la fondation. Elle n'est plus à moi. Elle est à nous. Et les villes, les enfants, les tiens et ceux d'Ava aussi. » Jacques prit le papier et le lut lentement. Sa voix était calme lorsqu'il parla. « Tu l'abandonnes. Je lui donne un but. » Et elle répondit. « L'argent dont je suis issu a bâti des empires, mais cela-ci, cela construit des gens. » Jacques la regarda alors vraiment comme s'il la voyait pour la première fois. « Je veux te demander quelque chose, » dit-il doucement. Elle haussa les sourcils. « Ce n'est pas encore une question formulée avec des mots, » dit-il, « mais je pense que ça le sera bientôt. » Savane rit pour faire passer l'émotion qui montait dans sa gorge. « Alors j'attendrai. Mais ne prends pas trop de temps, » sourit-il. « Je n'en prendrai pas. » Cette nuit-là, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel comme du sel éparpillé et que le vent faisait teinter les carillons de la véranda, Savane était assise sur la balancelle sous le saule. Ava dormait à l'intérieur. Jacques était assis à côté d'elle, leurs mains se touchant légèrement, leurs doigts entrelacés comme des racines sous une nouvelle terre. Pas de caméra, pas de manchette, juste le début de quelque chose de bien. Et pour la première fois depuis des années, Savane ne courait après rien. Elle était déjà arrivée. La matinée se déroula dans une joie tranquille. Il n'y avait pas de banderoles, pas de confettis, pas de gros titres, seulement le doux cliquetis des pots de peinture disposés sur la longue table, l'odeur des muffins chauds qui sortaient du four et le bourdonnement de la vie qui reprenait son rythme à l'intérieur de la vieille ferme. Savane se tenait pieds nus dans la cuisine, en train d'attacher un tablier délavé autour de sa taille. Le soleil filtrait à travers les vitres, projetant des carrés dorés de lumière sur le sol. Sur le comptoir, il y avait un bouquet de fleurs sauvages qu'Ava avait cueillies dans le champ ce matin-là. Des pissenlits, des boutons d'or et quelque chose de violet que Savane ne savait pas nommer. C'était l'anniversaire de sa grand-mère, et aujourd'hui, le porche peint serait officiellement inauguré. Pas avec des paillettes ni des fanfares, mais avec le cœur, exactement comme Claire Monette l'aurait voulu. Savane avait passé la semaine précédente à régler chaque détail, à confirmer la liste des invités, à installer les chevalets, et même à préparer les muffins au citron selon la recette manuscrite de sa grand-mère. Tout s'était mis en place d'une manière qui ressemblait moins à un effort qu'à une harmonisation, comme si la maison elle-même avait enfin expiré et décidé de revivre. À midi, le porche bourdonnait d'activité. Les voisins arrivaient avec des chaises pliantes et des plats à gratin. Les enfants couraient pieds nus dans l'herbe, poussant des cris de joie en poursuivant des bulles à travers le champ. Un petit trio à cordes composé de lycéens du comté voisin jouait sous le saule. Leur mélodie flottait dans la brise, légère et chaleureuse. Jacques se tenait près de l'entrée, vêtu d'une chemise boutonnée impeccable et d'un jeans propre, l'air à la fois déplacé et parfaitement à sa place. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, mais il portait encore le parfum du cèdre et de la sûre fraîche, son version de l'eau de Cologne. Il tenait la main d'Ava, tandis qu'il se frayait un chemin à travers la foule, s'arrêtant de temps en temps pour saluer des amis et remercier les bénévoles. Ava rayonnait devant tout le monde,
les présentant fièrement à ma nouvelle maman et à sa maison d'art. Et personne ne la corrigeait, car à tous égards qui comptaient, elle avait raison. Savane les observait depuis l'embrasure de la porte, le cœur serré comme quand quelque chose est trop grand pour être exprimé avec des mots. Elle avait déjà connu l'amour, ou du moins le croyait-elle, un amour raffiné et ambitieux, le genre d'amour qui fait de belles photos et des alliances stratégiques. Mais là, c'était différent. C'était plus simple, plus profond, comme se tenir pieds nus dans la terre et sentir la terre vibrer sous ses pieds. La cérémonie a commencé peu après 14 heures. Savane est montée sur le porche, micro à la main, flanquée de 2 rangées de toiles peintes par les enfants au cours des premières semaines de cours. Elle a regardé la petite mère de chaise pliante, les visages souriants qui la regardaient, aimables, familiers, burinés, nouveaux. « Je ne suis pas très douée pour les discours », a-t-elle commencé, provoquant quelques rires dans la foule, ce qui est drôle quand on pense au nombre de salles dans lesquelles je me suis tenue et au nombre de microphones que j'ai tenus. Elle a baissé les yeux un instant, puis les a relevés. Mais aujourd'hui, c'est différent, car cette maison n'est pas un lieu où l'on fait des annonces, des lancements ou de l'identité de marque. C'est un lieu où l'on retrouve la joie, les souvenirs, qui nous a permis de redevenir qui nous étions, avant que le monde nous dise d'être autre chose. Elle fit une pause, les yeux rivés sur Ava et Jacques au premier rang. Cette maison appartenait à une femme qui croyait au pouvoir des petites choses. Un repas chaud, une bonne histoire, une peinture accrochée au frigo. Elle croyait que la guérison n'était ni bruyante ni linéaire. Elle était lente et douce, et elle se produisait dans des endroits où les gens se sentaient en sécurité pour être eux-mêmes. La voix de Savane se brisa légèrement. Elle se ressaisit. Je ne suis pas venue ici pour réparer quoi que ce soit, mais à un moment donné, j'ai réalisé que c'était moi qui guérissais. Elle recula sous les applaudissements doux et sincères. Après la cérémonie, les gens se promenèrent dans la maison, admirant les dessins des enfants, grignotant des friandises maison et s'installant à tour de rôle sur les balançoires nouvellement installés sous le porche. Savane se tenait près du jardin, discutant avec un couple qui était venu en voiture de la ville voisine. Elle s'apprêtait à leur resservir de la limonade quand Ava arriva en courant et lui tira la main avec enthousiasme. « Viens » murmura-t-elle. « C'est l'heure. » Savane cligna des yeux. « L'heure de quoi ?» Ava se contenta de sourire. « Tu verras bien. » Jacques se tenait sous le saule où la musique s'était estompée et où la brise s'était légèrement levée, faisant danser des taches de lumière sur l'herbe. Il semblait presque nerveux, ce qui était rare. Mais lorsque Savane apparut, son visage s'adoucit. La foule, sentant quelque chose, avait commencé à se rassembler à proximité. Les conversations se turent. Quelques personnes sortirent leur téléphone, mais la plupart se contentèrent d'observer dans un silence attentif. Jacques s'éclaircit la gorge. « Bon, je n'ai pas très bien préparé cette partie. » Savane haussa un sourcil, à la fois amusée et complètement inconsciente de ce qui se passait. Il baissa les yeux vers Ava, qui lui tendait quelque chose. Une petite toile, dont les bords étaient encore humides. Jacques la tint devant lui. Peinte avec des traits enfantins et soignés, 3 silhouettes étaient représentées. Un homme, une femme et une petite fille debout devant la ferme. Mais maintenant, la femme était vêtue de blanc et l'homme était à genoux. Savane laissa échapper un petit cri, portant la main à sa bouche. Jacques se tourna vers elle et sortit quelque chose de sa poche. Une simple bague sertie d'une pierre de la couleur du miel sauvage. Pas tapé à l'œil, juste ce qu'il fallait. « Je n'ai jamais eu besoin d'un moment parfait », dit-il d'une voix basse et calme. « Mais je sais reconnaître quand quelque chose est vrai, et toi, Ava, cette maison, c'est plus vrai que tout ce que j'ai connu. » Il s'approcha. « Je ne suis pas tombé amoureux de ton nom ou de ton histoire. Je suis tombé amoureux de ta façon d'être, de ta façon de prendre soin des autres, de la façon dont tu as changé la vie de ma fille et la mienne. » Les yeux de Savane se remplirent de larmes. Jacques brandit la bague. « Alors, qu'en penses-tu ? Tu veux rester un peu plus longtemps ?» Le silence ne dura qu'un battement de cœur, mais il sembla durer une éternité. Puis Savane rit. Pas un petit rire poli, mais un rire qui venait du fond du cœur, libre et sincère. Elle acquiesça, les yeux brillants. « Oui !» La foule éclata en acclamations. Ava applaudit si fort que sa toile peinte tomba de ses mains. Jacques se leva et glissa la bague au doigt de Savane, puis l'embrassa, lentement et avec assurance, sous le saule où tout avait commencé. Ce soir-là, après le départ des invités, alors que la lanterne se balançait doucement sous le porche, Savane s'assit avec Jacques et Ava sur les marches du perron, une couverture drapée sur leurs jambes, une tôle à tarte à moitié vide posée entre eux. Les étoiles brillaient dans le ciel au-dessus du champ. Ava se blottit contre Savane. « Ça veut dire qu'on est une famille maintenant ?» Savane embrassa le sommet de sa tête. « On l'a toujours été. » Jacques lui prit la main. Il fallait juste un peu de peinture pour le voir. Savane regarda les champs, la lumière du porche brillant derrière eux, la balançoire grinçant doucement dans la brise. La maison n'était pas un endroit,
C'était une peinture dont on ne savait pas qu'on faisait partie jusqu'au jour où on prend du recul, on regarde autour de soi et on se rend compte que les couleurs ont toujours été les nôtres. Si cette histoire t'a touché, on aimerait savoir d'où tu la regardes. Fais-le nous savoir dans les commentaires. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire inspirante que nous partagerons ici. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. À la prochaine, prends soin de toi, sois gentil et n'oublie pas que parfois, les plus petits gestes d'amour créent les plus belles fins.